Après les élections américaines, une conférence de J. Cole l'appelle maintenant. Bonsoir, chers amis, pour cette soirée consacrée à l'analyse des élections américaines et de leurs conséquences aussi bien aux États-Unis évidemment d'abord, puis en Europe et évidemment pour ce qui nous concerne au Proche-Orient, vu le rôle central que jouent les États-Unis dans la région. Alors, avant de démarrer cette réunion, je me suis rappelé qu'il y a exactement 4 ans, je rappellerai cela à Nicole et Ellie, on se retrouvait ensemble pour commenter la victoire de Biden. Et je me rappelle qu'à l'époque, quelqu'un avait dit que la victoire de Trump en 2016 était un accident de l'histoire, que Biden en revenait à la normale. On peut se poser la question, 4 ans plus tard, si c'était pas la victoire de Biden qui est un accident dans un processus dans lequel les États-Unis sont engagés depuis des années. Et c'est cela qu'on va essayer d'analyser pour essayer de comprendre vers où on va. Alors, je remercie beaucoup Nicole Bacharan et Elie d'être avec nous, Elie Barnavi. Donc, Nicole et Elie, nous les connaissons bien. Ils sont souvent ils nous font l'amitié d'être avec nous pour animer nos débats. Nicole, historienne, politologue, spécialiste des relations transatlantiques. Et Elie, historien, qu'on ne présente plus sur J-Call puisqu'il était à la création de notre mouvement. Alors, si tu veux bien, Nicole, commencer avec toi. On t'a vu Enfin, dans les médias, tes visuels pour commenter ces élections. Est-ce que tu peux nous faire en une petite dizaine, quinzaine de minutes, un topo de ce qu'on peut dire à 2 semaines après sur, d'une part, pourquoi ces résultats et comment les expliquer et quelle est la situation actuelle? merci David. Oui, c'est vrai que je me souviens que tu nous avais réunis avec Ellie il y a 4 ans. Bon, mais écoute, j'espère que la prochaine fois que tu nous réuniras, ce sera pour une bonne nouvelle. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur cette élection et je vais essayer de retenir deux ou trois points qui m'ont semblé essentiels. Euh, D'abord, elle ne s'est pas du tout passée comme on nous l'annonçait. On travaille tous à partir des sondages et les sondages ne nous ont donné aucune indication de ce qui s'est finalement produit. Puisque pendant plusieurs mois, c'était les candidats sont à égalité, sont au coude à coude. Et puis, on n'aura pas les résultats avant longtemps. Et si Donald Trump n'est pas gagné, ne gagne pas franchement, il va y avoir des contestations, peut-être la guerre civile. Donc, rien de tout ça n'a lieu. L'élection, elle est propre et nette. Donald Trump a gagné le vote populaire. Il a gagné les grands électeurs. Et tout d'un coup, non pas toutes les prédictions, les menaces qu'il faisait de possibles manipulations et triches à venir, mais qui avaient déjà lieu, d'après ce qu'il disait, notamment sur ses réseaux sociaux, à savoir des fraudes massives en Géorgie, des fraudes massives en cours en Pennsylvanie. Rien de tout ça n'a eu lieu et tout ça a disparu dans l'euphorie de la victoire. Et ce qui prouve bien quand même que même si je, j'ai quelques griefs contre les démocrates, en tout cas en ce qui concerne les violences possibles, les contestations injustes possibles, ça ne serait venu que d'un seul camp. Tout n'est pas égal. Ensuite, ce qui est frappant, c'est que Donald Trump a fait le même score qu'il y a 4 ans. Il a gagné 74 millions de voix, ce qui n'est pas rien. Il a gagné aussi cette année 74 millions de voix, alors qu'il y a 4 ans, en 2020, Joe Biden avait gagné 81 millions de voix, donc c'était une grosse distance. Et cette année, après les 81 millions de voix de Joe Biden, Kamala Harris a seulement remporté 70 millions de voix. Donc il y a 71 millions de voix qui, dans le camp démocrate, ont été perdues. Et c'est pas par hasard. Évidemment, si elle avait gagné, je pourrais vous dire, elle a fait telle chose bien, telle autre très formidable. Et il y a eu des choses bien. Mais quand on perd autant, aussi clairement, on en est responsable. Et elle a perdu parmi tous les groupes que l'on surveille, vous savez, les jeunes, les femmes, les blancs, les noirs, les latinos, les,
les Asiatiques, les diplômés, les non-diplômés, la classe ouvrière, les pauvres, les riches, elle a perdu des points dans toutes les cases. Donc, la première raison, c'est évidemment l'inflation, qui n'existait quasiment pas dans le premier mandat de Trump et qui a décollé à fond quand Biden est arrivé juste avant à cause du Covid, de la guerre en Ukraine, du prix de l'énergie, des ruptures de chaînes d'approvisionnement. Même si la politique économique de Biden a été bonne et efficace, l'inflation a beaucoup, beaucoup ralenti. Elle a atteint des niveaux acceptables, mais ça veut dire que les prix n'ont pas baissé. Et donc, le coût de la vie est très élevé. Et je pense intuitivement qu'à peu près 2 tiers des électeurs de Trump ont voté parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs factures. Après, vous avez les enthousiastes, et particulièrement parmi les plus fortunés, qui ont voté sur les baisses d'impôts. Le marché est euphorique ces jours-ci, la bourse flambe. Et puis, vous avez les vrais Trumpistes convaincus qui veulent un tournant autoritaire. Et en tout cas, que ce soit parmi les gens peu informés, crédules, naïfs, qui ont la vie difficile, ou parmi les enthousiastes, avec à nouveau avec un vrai désir de cela, ou au contraire une forme de résignation, ils ont accepté l'idée d'un gouvernement autoritaire. Et c'est pour moi, je crois, la question, au fond, la plus fondamentale pour des gens comme nous tous qui sommes réunis ce soir avec les préoccupations, la vision du monde que nous partageons, c'est l'avenir de la démocratie aux États-Unis et en Israël, car elles sont intimement liées. La démocratie américaine, elle est aussi intimement liée à, à celle de l'Europe. Si les États-Unis ne sont plus une vraie démocratie, l'Europe, les démocraties européennes qui s'appuient sur ce roc depuis 1945 ont du souci à se faire. Du côté de Kamala Harris, elle a fait une campagne trop courte par la faute de Joe Biden, 16 semaines. On n'a pas eu le temps de vraiment la connaître. On n'a pas eu le temps de vraiment... Enfin, elle n'a pas vraiment clarifié ses projets. Et elle avait l'intention d'être une social-démocrate, disons, assez traditionnelle, mais elle a beaucoup pâti euh, de l'image du Parti démocrate depuis bien plus longtemps que cela, liée aux excès du wokisme. Le wokisme qui était parti d'un éveil à la réalité des discriminations, particulièrement après l'assassinat de George Floyd, donc une démarche fondamentalement positive et qui a sombré, on peut vraiment dire sombré, dans des analyses post-marxistes complètement primaires entre oppresseurs et opprimés, les blancs et les autres, des petites rondelles d'opprimés qui avaient tous les droits, comment dire, selon leur orientation sexuelle multiple, ces petites chapelles minuscules, ces, comment dire, ces micro-agressions, ces safe space, etc., et qui ne concernent qu'une très petite élite universitaire, médiatique en partie, dans le monde de l'édition. Mais je vous assure que quand vous avez un jeune démocrate plein de bonne volonté qui va faire campagne dans des États industriels auprès d'ouvriers blancs pour leur expliquer, leur demander quels pronoms ils souhaitent utiliser pour se désigner eux-mêmes et la réalité du privilège blanc, c'est une catastrophe. Et il y a un rejet massif. Voilà, le rejet de ce genre de choses est massif. Alors Donald Trump, c'est un antidote extrêmement violent. Je ne suis pas sûr que le contrepoison soit meilleur soit meilleur que le poison. Du côté de Trump, le projet, un vrai tournant autoritaire. Garder la forme des institutions, mais en les tirant vraiment vers un développement du pouvoir présidentiel. Il a tout gagné cette fois-ci en plus. Le Grand Chelem, la Maison-Blanche, sans contestation, les 2 chambres du Congrès, la Cour suprême.
Il a pas les pleins pouvoirs, mais il a des pouvoirs très larges et il a l'intention de les augmenter encore. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Euh, les, les premières nominations que l'on voit, ce sont certains sont compétents. Ils n'ont pas tous le procès en incompétence qu'on mériterait, qu'ils mériteraient que méritent d'autres. Je veux dire, certains, déjà, été dans le premier mandat. Je vois le secrétaire pressenti au commerce. Voilà, un homme qui aime beaucoup les droits de douane, mais enfin, il connaît son affaire. Marco Rubio aux affaires étrangères, bon, on le connaît. On ne peut pas dire que sa nomination soit absurde ou choquante. D'autres sont nettement plus inquiétantes, comme par exemple Matt Gaetz comme ministre de la Justice, qui a une fonction. Alors lui, il est à la droite des Trumpistes. C'est vraiment un jeune homme qui a aucune qualification pour être ministre de la Justice, même s'il a un diplôme de droit, mais enfin, ça n'en fait pas un ministre, et qui est là pour une chose, c'est pour exercer sur le ministère de la Justice la purge annoncée par Donald Trump de tous les déloyaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reconnu qu'il avait gagné en 2020. C'est ça le test de loyauté absolue. Et mise au pas et purge donc du FBI, de la CIA, de tous les services. Et à la tête de chacun de ces services, ils sont en train d'arriver des idéologues extrêmement brutaux. Euh, je ne conteste pas l'élection de Donald Trump. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si dans 2 ans, il y aura des législatives qui peut-être rééquilibreront un peu. J'ai déjà vu qu'au Sénat, même les sénateurs républicains ne sont pas prêts à abandonner toutes leurs prérogatives, forcément sans lutter, puisque Donald Trump voulait utiliser, le fera peut-être d'ailleurs, une disposition légale qui permet au président de nommer les grands postes du cabinet de l'administration par intérim, c'est-à-dire sans audition, confirmation du Sénat. C'est le rôle du Sénat, c'est un rôle important. Simplement, Donald Trump a dit bon, il faut aller vite, il faut être efficace. Donc, vous, sénateurs, vous allez prendre un congé assez rapide. Je vais nommer, et puis ensuite on verra. Et ça, dans la règle, une fois nommé par intérim, ça peut durer 2 ans. Et donc, j'ai vu hier que le nouveau patron de la majorité républicaine au Sénat avait été élu à bulletin secret, ce qui n'est pas sans importance, et que c'est finalement un républicain, certes très conservateur, mais à cheval sur les prérogatives du Sénat. Donc, je ne sais pas si Donald Trump obtiendra tout ce qu'il voudra, mais je pense que la nomination de quelqu'un comme Matt Gaetz à la justice ou Tulsi Gabbard, proche de la Russie, proche de la Syrie, au, pour coiffer tous les services de renseignement, 1 million de personnes, 18 agences. Ce sont quand même des nominations qui peuvent faire tanguer le processus de confirmation au Sénat. Donc je vous livre ces premières constatations. On a certainement le président, pendant 2 ans en tout cas, le plus puissant qu'on ait eu à l'époque contemporaine, dans la période récente, avec tous les pouvoirs, et où il y a une attaque systématique de l'état de droit. Le, Aucun des procès de Donald Trump n'aura lieu. Les procédures d'appel sont toutes interrompues. La sentence qui devait être prononcée ne le sera pas ou de manière symbolique. Les procureurs ont démissionné. Donc, alors que vous avez des émeutiers du Capitole du 6 janvier 2021 qui sont en prison pour de longues années, à moins que Trump ne les gracie, le principal instigateur échappe totalement au système judiciaire. Ensuite, il y a évidemment cette volonté de contourner une partie des pouvoirs du Sénat et de se les attribuer. Donc tout cela sont des signes inquiétants sur la santé de la démocratie. Et merci, Nicole. On reviendra évidemment parce qu'entre Israël et les États-Unis, il y a quand même l'Europe et il y a Oui, certainement et aussi des l'Ukraine. conséquences, notamment par rapport à l'Ukraine, et on en parlera. Élie, à toi l'honneur de poursuivre. C'est le rêve de Netanyahou, hein, Trump. Il a tous les pouvoirs et plus de procès, hein.
C'est le rêve de Netanyahou, c'est le rêve des deux tiers des Israéliens, c'est le pays où Trump est le plus populaire, sans doute, peut-être avec la Hongrie ou l'Azerbaïdjan, je ne sais pas. Il y a ici d'énormes banderoles qui félicitent Trump de son élection et où il demande de faire en sorte à ce que Israël soit great again. C'est-à-dire ils reprennent le slogan de Make America Great Again pour Make Israel Great Again. Et Trump est chargé donc de faire d'Israël de nouveau grand. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression de vivre dans un pays qui était déjà pas mal, mais probablement il n'était pas assez. Alors, avant de poser la question sur l'influence de cette élection sur ce qui se passe ici, je dois vous dire que moi, j'ai vécu cela comme une expérience absolument terrifiante. Et je dis à qui veut bien m'entendre, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment compris, mais compris pas par les livres ou les articles savants, mais au plus profond de mon être, dans mes os, j'ai compris comment le fascisme est arrivé au pouvoir dans les années 30 en Europe. Et exactement le même livre de recettes, la même manière de procéder, la même manière de retourner à son profit tout ce qu'on pouvait lui reprocher et en faire un titre de gloire, et la même manière de transformer un parti en un culte, à une secte de fidèles éblouis. Euh, alors évidemment, il y a d'énormes différences. Ce n'est pas le fascisme. Il n'y a pas de tentation guerrière et conquérante. Il n'y a pas de vrai fascisme sans la guerre. Le Parti républicain a beau être ce qu'il est, ce n'est pas un parti fasciste. Il y a d'énormes différences. Mais l'esprit est le même et la volonté de mettre à bas tout simplement la démocratie américaine. J'ai vu l'autre jour à Paris mon ami Alain qui m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, tu sais, je pouvais tout comprendre et attendre. Et je pouvais prévoir la chute de l'Union soviétique, un tas de choses. Mais la chute de la démocratie américaine, ça, jamais. C'était quelque chose qui était vraiment impensable. C'était pas, ça ne pouvait pas arriver. Or, c'est arrivé. Alors, je ne sais pas si c'est la fin de la démocratie américaine. Saint-Nicole l'a bien dit. On va attendre voir comment ça va se passer. Il reste quand même des îlots de, de raison dans ce grand pays. Et puis surtout, l'Amérique est une vaste chose et il y a même si lui, il a maintenant tout le levier du pouvoir, il lui échappe quand même pas mal de choses. C'est une fédération. Les différents États ont des pouvoirs étendus. Euh, pour ne nommer qu'un, c'est la Californie, c'est quand même la cinquième puissance économique mondiale et 45 millions d'habitants, ce n'est pas rien. Donc, il n'aura pas qu'une partie de plaisir. J'ai lu aujourd'hui, je suppose que vous l'avez lu, Nicole, un article de Tom Friedman dans le New York Times, où il disait c'était plus facile pour lui la première fois. On va voir comment il va faire pour gérer tout ça. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Mais en attendant, nous sommes face à un phénomène absolument dévastateur et qui, évidemment, pèse par cercle concentrique sur tout ce qui se passe autour de l'Amérique, évidemment ici en Israël. Alors, je, je constate aussi, enfin, Nicole en a parlé un peu, mais je voudrais mettre l'accent sur cet aspect qui me semble, qui me semble révélateur. La force du Parti démocrate aux États-Unis, c'est qu'il était une coalition de minorités. C'est ça qui le rendait ce qu'il était, n'est-ce pas? Or, il semble, et vous me corrigerez si je me trompe, il me semble que ce rôle de parti des minorités, ce sont les républicains qui sont en train de le reprendre. Pour des raisons diverses que vous avez bien expliquées,
et dont la folie wokiste n'est pas la moindre, n'est-ce pas? C'est-à-dire les gens ne se sont plus retrouvés chez eux dans leur langue, ce qui est extrêmement grave. Et si moi je réagis comme je réagis aux folies du wokisme, j'imagine ce que ça doit être pour l'ouvrier du Kansas. Là, du coup, il se sent dépouillé de ce qu'il est. Et ça, c'est quelque chose qui explique pour beaucoup le résultat des élections. Et ce qui est vrai pour l'ouvrier blanc ou non diplômé, l'est et de plus en plus pour le noir, pour le latino. La seule minorité qui échappe largement à cette vague rouge, ce sont les Juifs. Les Juifs qui ont continué de voter. Alors, je ne sais pas, j'ai vu plusieurs chiffres, je ne sais plus très bien où j'en suis. Le dernier que j'ai vu, c'est 79%. Je ne sais pas si c'est le bon, probablement. En Oui, tout, oui, j'ai vu le même, Elie. en tout cas, les Juifs résistent pour des raisons qui sont évidentes, qui en fait se passent d'explication. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous? C'est vrai qu'ici, c'est une vague d'enthousiasme pour plus de la moitié de la population, sinon plus, hein. C'est assez effrayant. Euh, mais je pense que c'est une excellente nouvelle pour la coalition au pouvoir. Ils ont l'impression de pouvoir tout faire, et notamment le rêve fou de ce moment-là, c'est l'annexion pure et simple des territoires occupés. Et d'après ce qu'ils entendent à Washington, c'est maintenant le moment. Bezalel Smotrich, vous l'avez entendu, il a proclamé l'année 2025 comme l'année de l'annexion. Ils ont l'impression d'avoir le vent en poupe et que plus rien ne peut les arrêter. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les nominations, lorsqu'on voit qui a été nommé ambassadeur des États-Unis euh, en Israël, c'est le nommé Mike Huckabee, qui est un chrétien évangélique excité, qui est à la droite de Smotrich, en quelque sorte. C'est vraiment. euh, je ne sais pas s'il est plus à droite que Friedman, que son prédécesseur républicain, mais il est de la même eau. Quand on voit qui est à la tête de la diplomatie, quand on voit qui est à la tête de tous les organes avec qui nous travaillons, il semble bien que seule l'armée échappe pour l'instant. Pour C'est l'instant. derrière l'îlot, donc. Et l'armée, il va avoir du mal quand même. Et vous avez vu qu'il a mis à la tête du Pentagone, c'est quand même extraordinaire. C'est un bellâtre sans consistance, présentateur sur Fox News, que ce Freluquet soit en charge de la plus puissante armée de l'histoire de l'humanité. Il y a de quoi donner des sueurs froides. Alors, quelles sont les chances pour que l'extrême droite israélienne qui est au pouvoir ait des raisons de se réjouir de ce qui est arrivé? Et là, franchement, je n'en sais rien, parce que tout peut arriver avec Trump. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas un guerrier, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Il aimerait bien il aimerait bien présider à une période de paix. Il a promis d'arrêter la guerre où qu'elle soit. Si j'étais ukrainien, je tremblerais évidemment. Étant israélien, je me dis qu'il y a une chance pour qu'il le fasse vraiment. C'est-à-dire, pour ne rien vous cacher, j'ai trouvé l'administration Biden des gens infiniment honorables sur tous les plans. Je les ai trouvés au Proche-Orient pathétiques. Ils ont été parfaits comme alliés actifs. Ils nous ont fourni des armes pour nous défendre. Ils ont été à nos côtés. Biden a envoyé 2 armadas, 3 armadas pour nous protéger. Je veux dire, jamais aucun président n'a fait autant, sans parler des 22 milliards de dollars qu'il a déversés sur nous. Alors tout ça n'empêche pas la droite israélienne de le traiter de traître à la cause israélienne, et ce qui est tout de même extraordinaire. On se demande vraiment comment on peut vivre dans un régime démocratique alors qu'on ne s'entend pas sur le langage. Alors,
Mais sur l'autre volet de l'action extérieure, là où ils auraient pu peser pour que les choses se passent différemment, ils n'ont pas su ni voulu faire. Ils ont abandonné le camp de la paix israélien, ce qu'il en reste. Ils nous ont laissé mariner dans une espèce de folie de vengeance et de rêve d'annexion. Ils ont exprimé des réserves. Et ces réserves, tout le monde s'est moqué, n'est-ce pas? Et Netanyahu a fait ce qu'il a voulu. Et surtout, il a permis que la guerre se poursuive sans but, sans stratégie, et que les otages pourrissent dans les tunnels, alors que tout le monde sait quelles sont les conditions pour que ces otages soient libérés. Donc, de ce point de vue-là, je dois dire que je ne regrette pas l'administration Biden. Je la regrette pour cette chose tout à fait importante qui est la démocratie. Je la regrette pour la simple décence humaine, pour beaucoup de choses. Mais pour sa politique au Proche-Orient, je ne regrette pas. Et je me dis que, et je n'en sais rien, c'est une hypothèse qui en vaut une autre, que peut-être que Trump finira par faire ce que Biden n'a pas su faire, précisément parce qu'il n'a aucune inhibition, et qu'il ne doit rien à personne, qu'il méprise Netanyahu. Pour une raison qui est quand même importante, c'est que Netanyahu a tout de même osé, au bout d'une semaine, féliciter Joe Biden pour son élection. La réaction de Trump a été foudroyante. Il a dit comment? Après tout ce que j'ai fait pour lui, il a jeté élégamment et publiquement fuck him. Donc, vous voyez, les relations ne sont pas extraordinaires. Il n'a aucune raison, il ne lui doit rien. Mais il doit beaucoup aux Saoudiens, en revanche. Et quand je regarde un peu la case géopolitique de la région, je me dis que s'il a envie de laisser quelque chose derrière lui, et il a envie parce que c'est le plus grand président qui ait jamais foulé le sol américain, c'est un génie stable, comme il a dit lui-même. Donc, il aura envie de montrer qu'il est capable, lui, de faire ce que Biden n'a pas fait. Pour ça, il a besoin des Saoudiens. Et les Saoudiens, maintenant, ont des positions assez claires sur ce qui va se passer ici. Donc, nous verrons ce qui va se passer. Tout ce que je vous dis là n'a évidemment aucune valeur prospective. Et moi, je dis souvent que ce qui se passe en ce moment est étrange pour des gens qui font le métier que nous faisons. Nous sommes généralement payés pour avoir une idée de la direction que les choses pourraient prendre et que pour la première fois, enfin c'est mon cas du moins, je suis incapable d'avoir le moins de pronostics informés parce que tout peut arriver au moment où nous sommes. Mais voilà ce qui est une possibilité, je pense, raisonnable. Et nous serons très vite fixés. Je voudrais juste ajouter un mot pour en revenir à la dimension démocratique. Parce que là encore, évidemment, Nicole en sait plus que moi. Mais d'après ce que je lis, il est vraiment capable, non pas, peut-être pas de réussir, mais d'essayer de mettre fin à un régime qu'il méprise. C'est tout de même le premier responsable occidental, et pas seulement occidental, qui a osé dire votez encore cette fois-ci et vous ne serez plus obligé de voter plus jamais par la suite. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il est parfaitement capable, s'il réussit à conclure son mandat sans trop d'encombre, de ne pas céder la place, de trouver le moyen de rester au pouvoir pour un troisième mandat. Il est capable, en fait, de tout. Il est capable, je lisais encore des articles de New York Times aujourd'hui, il est capable de ne pas respecter les décisions de la Cour suprême, laquelle, bien qu'elle soit peuplée d'hommes et de femmes à lui, elle est quand même constituée de juges. Donc, quand même quelques idées sur la manière dont la démocratie américaine doit fonctionner. Donc, on est, on est au seuil d'un monde complètement nouveau, inconnu, angoissant, d'où tout, devant tout peut surgir. Évidemment, je suis d'accord avec Élie et on partage la même incertitude vraiment
parce qu'on n'a pas de chemin à offrir. Enfin, moi, je ne vois aucune perspective. Donc, on a un nouveau président et peut-être effectivement avec son caractère, parce que je le veux, et totalement désinhibé, fera-t-il quelque chose qui nous surprendra. Si c'est le cas, on sera bien content de, de le prendre. Je rajouterai juste à ce que disait Elie, la question de Trump ne quittant pas le pouvoir. Bon, il aura 82 ans dans 4 ans. Mais enfin, encore hier, il a parlé de pourquoi ne ferait-il pas un troisième mandat. Après tout, alors il y a de la provocation, mais il y a aussi il peut y avoir un fond de vérité. Après tout, Roosevelt l'a fait. Voilà. Et alors depuis, il y a eu un amendement qui Oui. limite à 2 mandats, mais de toute façon, on est dans le délire, puisque dans l'histoire de Trump, lui, il a déjà gagné 3 présidentielles. Voilà. Mais il a parlé. Et pourquoi pas un troisième mandat? Il n'a même pas commencé le deuxième. L'autre chose très juste que tu disais sur la Cour suprême, qui le suivra et ne le suivra pas forcément sur tout, mais la Cour suprême, quand elle prend une décision, qui est-ce qui est chargé de la faire appliquer? Le président des États-Unis. Donc, s'il ne veut pas l'appliquer, il n'y aura aucune puissance qui peut les contraindre. Sur la question du fascisme, Trump est-il un fasciste? Qui est quand même un débat que l'on a eu qui mérite d'être posé. Je suis d'accord, les États-Unis d'aujourd'hui ne sont pas l'Allemagne des années 30, de bien des manières. Mais dans la campagne de Trump, et particulièrement dans le langage qu'il a utilisé, il y avait des relents fascistes. Cet avilissement de l'adversaire, ce caractère ordurier, parler des vermines, de ceux qui empoisonnent le sang des Américains, insulter la vice-présidente avec une grossièreté inimaginable, traiter Biden de vieux porc et j'en passe et des meilleurs, on n'a pas besoin de se souvenir de tout. Mais je trouve que dans cette D'ennemis intérieurs, ça je le cite, d'ennemis intérieurs, contre lesquels il va lâcher la garde nationale et l'armée. absolument. Les médias ennemis du peuple. Dans tout ça, il y a vraiment une préparation au fascisme. Même si je suis d'accord avec toi, on n'est pas dans un régime fasciste. Mais cette démolition des normes non écrites de la démocratie qui consiste à respecter l'adversaire, à maintenir une forme de politesse même simplement dans le débat démocratique, c'est extrêmement dangereux et fascisant. Et je dirais juste un mot sur Mike Huckabee, le seul ambassadeur désigné aujourd'hui, hein, tu l'auras remarqué. Je pense que l'ambassadeur de France, ça prendra longtemps. Mais c'est un signe terrible pour moi, parce que je considère les évangéliques américains les pires ennemis de la démocratie israélienne. Ouais. Ils ne sont pas juifs, ils sont millénaristes et ils ont une vision de ce que doit être le destin des Juifs et d'Israël pour leur propre compte. Pour faire revenir le Messie une deuxième fois, il faut que tous les Juifs soient réunis en Israël, même ceux qui n'ont pas envie, et qu'ils établissent le grand Israël sur tout le territoire biblique tel qu'ils le considèrent. Et à ce moment-là, le Messie pourra revenir. Voilà l'homme qui est maintenant l'ambassadeur des États-Unis en Israël, alors qu'il y avait quand même une tradition qui soit plutôt de confession juive, même si ça n'était pas forcément une nécessité. Et pour Donald Trump, c'est un signal déjà pour les élections de 2026, parce que les évangéliques américains l'ont porté au pouvoir en 2016 sur la question de l'avortement et des juges anti-avortement. En 2024, ils ne sont plus si sûrs parce que Trump a eu des flottements sur l'avortement, puis ça ne se passe pas si bien que ça. Pour 2026, Mike Huckabee, chargé d'aider à installer le Grand Israël et à ramener les Juifs en Israël, c'est déjà un premier signal
Il pense à l'élection suivante. Je trouve que c'est un signal épouvantable, mais je vais chercher au cours de notre discussion à avoir quelques signaux positifs. On parle du vote juif, mais on parle, pour la première fois, j'ai entendu parler du vote musulman. Je ne sais pas combien de musulmans on estime la population aux États-Unis, enfin, qui ont le droit de vote, mais il semblerait que quand même, il ait reçu pas mal de votes de la part des communautés musulmanes. Bon, il y a des États comme le Michigan où ça semble-t-il jouer beaucoup. Alors, ça peut être contradictoire avec les positions très pro-israéliennes qu'il a, enfin connues. Et puis aussi, il y a un autre élément dans cette question des musulmans, c'est parce qu'il veut faire du business avec les Saoudiens, avec les pays sunnites, etc., et les Émirats, etc., qui sont très contents du résultat de Trump, Oui, semble-t-il. Ils avaient, même les Égyptiens, semble-t-il, joué le candidat républicain plutôt que Kamala. Alors, tout ça, ça marche pas ensemble. Vote des musulmans à l'intérieur, les pays sunnites qui veulent faire du business, mais pour cela, ils savent qu'il faut un accord au Moyen-Orient, sinon ça ne marchera pas. Et puis, le soutien à Trump. Alors, on peut comprendre tout cela? mais tu as raison de dire qu'il n'y a pas deux morceaux qui vont ensemble dans tout ça. Donald Trump a fait campagne auprès de sa conception des Juifs américains sur, pardon, il l'a dit, Israël disparaîtra si je ne suis pas élu. Voilà. Et le maximum, je crois que j'ai entendu, c'est, mais vous les Juifs, si vous ne votez pas pour moi, ce sera de votre faute si je ne suis pas élu et de votre faute si Israël disparaît. Et ensuite, il est allé littéralement mendier des voix auprès des communautés arabo-musulmanes, notamment dans le Michigan, où elle est assez importante, plusieurs centaines de milliers d'habitants. Bon, à l'échelle du pays, le vote arabo-musulman, c'est quand même peu de choses, comme le vote juif quand même, un peu encore plus petit. Et c'est frappant, enfin moi, je vais dire les choses assez brutalement. Dans tout ce que j'ai pu entendre et lire, disons, sur les motivations du vote arabo-musulman, j'ai entendu des gens qui sont américains, qui en aucune manière n'envisagent de jamais remettre les pieds au Proche-Orient, si ce n'est peut-être un jour en vacances à Dubaï, qui, euh, qui sont bien intégrés sur le plan économique, social. C'est pas c'est pas les plus pauvres, c'est souvent des gens éduqués, la petite classe moyenne, la vraie classe moyenne. Mais il y a une chose qu'ils ont emporté du Moyen-Orient, c'est l'antisémitisme. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Évidemment, il y a Gaza. Évidemment, je ne sous-estime pas l'émotion de ce que peuvent représenter les images, les nouvelles de Gaza. Mais il y a un antisémitisme qui a rejoint la folie woke des Juifs qui sont devenus la seule minorité qui peut tout encaisser, qui ne doit pas du tout être protégée, les pires oppresseurs, les pires colonisateurs. C'est c'est assez délirant. Mais de la part de Trump, c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. Il n'a pas une... Je pense que c'est quelqu'un à qui on ne peut faire aucune confiance sur le plan d'une réaction de morale ou de même d'humanité. La communauté juive, mais ça lui est radicalement égal. La communauté arabe, ça lui est radicalement égal. Mais Elie le disait très justement, je crois, c'est quelqu'un qui veut marquer l'histoire en faisant ce que personne d'autre n'a fait avant lui. Donc la paix au Proche-Orient. Et les accords d'Abraham, c'était déjà ça. Je pense que c'est plutôt positif. Maintenant, avec toutes les tragédies que l'on connaît, la question palestinienne ne peut plus être évitée. Donc, je ne sais pas comment Donald Trump va s'y prendre, mais je pense qu'il veut faire la paix au Proche-Orient parce que personne n'y a réussi. J'ai lu dans le Monde cette semaine papier d'Alain Frachon qui a rappelé une phrase de De Gaulle qui avait dit un jour, les États-Unis quitteront le vieux continent. Alors bon, je ne sais pas si c'est ça le sens de l'histoire, mais c'est vrai que c'est pas la première fois que les États-Unis ont cette phase de repli sur eux-mêmes.
On sait bien qu'ils sont rentrés dans la Seconde Guerre mondiale à cause de Pearl Harbor, sinon je ne sais pas comment l'histoire va évoluer. Mais ce repli sur soi, d'une part, et d'un autre côté, la volonté de faire du business, c'était déjà depuis Obama la tendance avec le Pacifique et le grand ennemi économique, la Chine, évidemment. Comment tu vois ce rôle que sous l'administration Trump, les États-Unis pourraient avoir sur la scène internationale? Pour moi, la question de la fidélité américaine à l'Europe, elle est étroitement liée à la question de la démocratie. Parce qu'au fond, le rêve américain, c'est l'isolationnisme de tout temps. On est entre nos deux océans, débrouillez-vous, on ne veut rien savoir. Mais ils ont forcément été impliqués, ne serait-ce que pour la recherche de la sécurité du commerce, des échanges dans la Première, dans la Deuxième Guerre mondiale, et sont ainsi devenus la première puissance mondiale. Et là, ils sont vraiment engagés dans des alliances. Mais depuis George W. Bush, puis Obama, puis Trump, on voit que ils sont focalisés sur la Chine, le Moyen-Orient pour George W. Bush, et que l'Europe, c'est plus du tout leur affaire. Sauf que, au fond, ce sont leurs seuls véritables alliés. Ça l'a toujours été, depuis 1945 en tout cas. Et ce sont leurs alliés parce qu'on a des valeurs communes. Quand on sépare complètement intérêts et valeurs, à mon avis, on se trompe totalement. Parce que si on n'a pas de valeurs communes, pourquoi diable ne pas faire alliance avec Poutine et Xi Jinping? Je veux dire, sur le plan commercial et militaire, ça se justifierait facilement. Donc il y a ce qui fonde les intérêts communs, ce sont quand même les valeurs. Je me souviens au début de la guerre d'Irak, qui, qui était qui séparait tragiquement, et j'ai envie de dire, les Européens et les Américains. J'avais dit à Bernard-Henri Lévy, que j'avais croisé à ce moment-là, je lui ai dit, moi, je ne veux pas me réveiller un jour sans que mes enfants soient sous le parapluie nucléaire américain. Parce que le parapluie nucléaire français, il ne vaut que parce qu'il y a le parapluie nucléaire américain. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, sans la protection américaine. Voilà. Et si les États-Unis continue à être une démocratie, je pense que l'implication en Europe, même compliquée, même difficile, persistera. Si effectivement, et je n'en sais rien, la parenthèse de l'histoire, c'était Biden dans un mouvement d'effondrement de la démocratie américaine, moi je suis comme Élie, j'aurais jamais cru pouvoir vivre une chose pareille. Dans ce cas-là, il peut effectivement y avoir divorce. Maintenant, sur le sort de l'Ukraine, si tu veux qu'on en parle tout de suite, c'est pas fait, c'est pas gagné. Là aussi, il me semble, je vous dis ça avec naïveté peut-être, ou sûrement, il me semble que Trump se voit comme l'homme le plus puissant du monde et il regarde la planète. Lui s'occupe des États-Unis. Il faut qu'il ait le plus d'argent possible, la plus grosse armée du monde, mais il ne faut pas qu'il y ait du fouillis. Il ne faut pas qu'il y ait des guerres par-ci, des guerres par-là. Il faut que tout soit calme. Et comme ça, il joue son rôle et il préside au-dessus de tout ça. Donc il veut la fin de la guerre en Ukraine. 24 heures depuis le 5 novembre, c'est passé, donc ça ne s'est pas produit. Il va évidemment chercher un deal qui sera avantageux pour la Russie, parce qu'il n'y en a pas d'autre possible si on veut faire un deal rapide. Il va rencontrer beaucoup d'obstacles sur sa route. Les Ukrainiens, ils ne veulent pas vivre sous la botte russe. C'est des choses qui arrivent. Ils ont perdu 250 000 hommes pour ça. L'Europe, qui malgré tout va continuer à soutenir l'Ukraine sans avoir les moyens de l'empêcher de perdre. Mais je ne vois pas que les Européens aient l'intention d'abandonner l'Ukraine demain. Et les rapports avec Poutine, qui ne vont pas être simples du tout. Parce que dans le premier mandat, en fait, ça ne s'était pas bien passé. Trump avait les mains liées parce que soupçonné justement de sympathie trop marquée pour Poutine, il ne s'était pas mis d'accord sur le contrôle des armes que souhaitait Poutine, il ne s'était pas mis d'accord sur l'Ukraine, puisque Poutine occupait déjà la Crimée. Et là, il y a quand même des intérêts qui ne se rejoignent pas. Je veux dire, sur l'Iran, la Russie est côté Iran, les États-Unis sont à fond
opposé à l'Iran. Sur la Corée du Nord, Donald Trump va encore tenter un deal bilatéral avec Kim Jong-un, et il y a par ailleurs 11 000 soldats nord-coréens en, en, en Russie. Et ce que je comprends des analystes russes qui me semblent fiables, c'est que Poutine ne veut faire aucune concession, aucune. Donc, je ne dis pas qu'il n'y aura pas un deal, finalement, au détriment de l'Ukraine, absolument au détriment de Zelensky. S'il y a deal, Zelensky, il est fini, physiquement ou politiquement, mais en tout cas, ça se finira avec un régime plus ou moins marionnette de Moscou à Kiev. Mais ce n'est pas encore fait. Ça ne va pas être facile d'y arriver, même pour Trump. Voilà comment je vois les choses, avec sans, comment dire, sans boule de cristal, sans rien de tel. Je pense que Poutine n'acceptera rien moins que la neutralisation, la finlandisation de l'Ukraine. Et ça, il n'aura pas. Et c'est là que je vois, il aura peut-être un morceau de territoire, il aura le Donbass, il aura la Crimée, mais il n'aura pas euh, sans quoi il ne peut pas conclure quoi que ce soit, la neutralisation de l'Ukraine, l'incapacité de l'Ukraine de rejoindre bien sûr l'OTAN, mais aussi l'Union européenne. Ça, ce Oui, sont des choses auxquelles Poutine ne pourra pas et ne voudra pas renoncer. Et ça, absolument. je ne vois pas que même Trump puisse les obliger. Je suis d'accord. Le soutien qu'a Trump en Israël, alors que Biden, et même si sa diplomatie n'a pas été à la hauteur, comme tu l'as dit, il a quand même soutenu Israël. Je ne sais plus combien de milliards ont été déversés à Israël depuis 4 ans. Il est venu sur place en pleine guerre. C'est la première fois qu'un président américain se rend dans un pays en guerre, quelques jours après le 7 octobre. Voilà. Et, on demande pourquoi, malgré tout, ce soutien de 60-70%, enfin selon les sondages, ou 80, je ne sais pas, des Israéliens à Trump. Première question. Et deuxième, dans la foulée, si effectivement le gouvernement israélien s'engage vers l'annexion avec le soutien des républicains, quels sont les contre-pouvoirs en Israël qui pourraient empêcher ce processus? Alors, Biden d'abord. Biden aura été le président le plus pro-israélien, le plus sioniste de ses propres dires depuis Truman. On n'a jamais. C'était un- il était, il était dans toutes ses fibres, il était pro-israélien et il a prouvé. Il a prouvé de manière tout à fait extraordinaire. Il y a là un cas d'ingratitude collective qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que là, on a traité cet homme à droite de l'échiquier politique avec une grossièreté, une brutalité absolument incroyable. Et moi, je lui en veux aussi pour ça, de n'avoir pas su réagir à ça, au nom de l'amitié qui nous lie aux Américains, au nom des sacrifices qu'il a consentis, parce qu'il a payé politiquement assez cher, cette histoire-là. Les Juifs lui étaient acquis de toute manière. Il a perdu beaucoup à gauche du Parti démocrate et bien sûr dans la communauté arabo-musulmane américaine. Et donc ça, c'est un fait. C'est un fait qui explique comment, mais il s'explique par la propagande du gouvernement, il s'explique par les gestes vides, hein, que Trump a concédé lors de son premier passage au pouvoir. L'annexion du Golan, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, mais aussi les accords d'Abraham, qui, eux, ne sont pas rien, effectivement. Et donc, il a fini par avoir une espèce d'aura de président, le président le plus pro-israélien qu'on ait jamais connu. Alors que c'est une caricature, n'est-ce pas? L'homme est antisémite, sinon lui-même, il est entouré d'antisémites, il est tout ce avec quoi les Juifs américains ne peuvent pas vivre, étant donné que les Juifs partout, et surtout aux États-Unis, ne peuvent prospérer que dans un cadre démocratique.
Et je n'ai jamais compris que l'on puisse considérer cet homme comme un ami d'Israël. Mais c'est comme ça. Il a, il jouit d'une aura que ce pauvre Biden n'a jamais réussi à avoir. Alors, euh, c'est un énorme capital, n'est-ce pas? C'est un énorme capital de sympathie. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est ça la question. Et je crois qu'il est parfaitement capable de forcer Israël à faire des choses que le gouvernement d'Israël n'a pas envie de faire. Il est capable de dire demain vous arrêtez la guerre, sinon je vous coupe les vivres. Il est capable de ça. Et bien qu'il soit entouré d'évangéliques jusqu'au boutistes, ce ne sont pas eux qui vont l'empêcher. Il faut bien comprendre, et là je me risque le plate-bande de Nicole, il faut bien comprendre Je te les cède volontiers. il faut bien comprendre que Trump a avec ses gens des rapports qu'aucun président n'a eu avant. Ce sont des larbins. Et alors que lors de son premier passage, il y avait autour de lui des hommes et des femmes qui avaient une épine dorsale, et d'ailleurs qui ont fini par le quitter l'un après l'autre, et dans quelles conditions. Lui, il n'aura plus rien. Il est entouré des gens qui lui doivent tout et dont il peut faire ce qu'il veut. Donc, s'il décide de faire une politique qu'eux n'approuvent pas, ben, il le fera quand même. C'est pour ça que je pense que Netanyahu a vraiment des soucis à se faire. C'est-à-dire il ne va pas nous laisser faire tout ce que nous voulons. Il ne va pas nous laisser poursuivre cette guerre jusqu'à ce que quoi, ce n'est pas clair, puisque là, il n'y a pas de terme à cette guerre dans l'esprit de Netanyahu. Il la poursuivra jusqu'à l'infini, puisque c'est cette guerre qui lui permet de rester au pouvoir. Mais lui, il ne le voit pas forcément de cette manière. Alors, vous savez qu'on a deux fronts principaux. Il y a Gaza, il y a le Liban. Le Liban est en train de se régler apparemment. La situation est très différente. Mais à Gaza, on prépare l'annexion. Il faut bien comprendre, c'est que l'armée est en train de faire. L'armée est en train de préparer l'infrastructure à, euh, 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 à l'implantation de Juifs dans le territoire avec des routes asphaltées, avec des ponts fortifiés en dur, avec euh, tout un maillage du territoire de manière à permettre à la fois à faire fuir la population et à permettre aux colons d'arriver. C'est-à-dire, ce qui se passe là-bas, c'est volontairement, de manière explicite, c'est la réoccupation de Gaza. Est-ce que Trump va accepter cela? Je n'en suis pas sûr du tout. De la même manière que je ne suis pas sûr qu'il va accepter l'annexion de la Cisjordanie. Et je vous rappelle que lors de son premier passage, Netanyahu avait annoncé l'introduction d'une loi, d'un projet de loi pour l'annexion du territoire, ou du moins pour ce qu'on appelle ici pudiquement l'imposition du droit israélien sur les implantations, ce qui est une manière différente de dire la même chose. Et Kouchner lui a dit, tu n'en feras rien. Il a dû reculer là contre les gens. Donc, ce n'est pas du tout sûr, puisque s'il est vrai que euh, toute la politique de Trump intérieure est par définition transactionnelle et qu'il a très envie de continuer à faire des affaires avec les Saoudiens, je ne suis pas sûr qu'il laissera faire Netanyahou comme il entend. Donc, encore une fois, je n'en sais rien. Je me base sur des précédents, je me base sur une logique à laquelle Trump n'est pas forcément sensible. Mais tel que je vois les choses aujourd'hui, je pense qu'il va essayer de tenir Netanyahou avec une corde assez courte et le gouvernement ne pourra pas faire tout ce qu'il voudra. Avant que tu répondes à la question sur qui pourrait s'opposer à l'annexion s'il devait y Ah avoir oui. un projet à l'intérieur d'Israël, moi j'ai une question. Pendant les semaines jusqu'au 20 janvier, est-ce que Biden a le pouvoir de faire n'importe ce qu'il veut? Est-ce qu'il pourrait lui imposer des décisions comme l'arrêt de la guerre ou ça pourrait même rendre service à Trump que ce soit lui qui le fasse? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Biden a encore une marge de manœuvre? Je vais Il va- essayer de te... Oui, pardon. Pardon. Non, vas-y, Elie, vas-y.
Juste un mot. Il a évidemment des pouvoirs constitutionnels. Il peut faire ce que la Constitution lui permet de faire. Et la Constitution lui permet de faire tout. Mais il y a un énorme problème. C'est très compliqué pour un président, pour un lame duck president, de faire ce qu'il veut. Il a des marges de manœuvre assez réduites. En revanche, il pourrait faire un certain nombre de choses. Il pourrait, par exemple, ce qu'a fait Obama dans la dernière ligne droite de son mandat, il pourrait, sinon, approuver une résolution à l'ONU contre les implantations, par exemple, du moins ne pas opposer le veto. Il pourrait faire ça. Il pourrait sanctionner plus durement des éléments extrémistes dans la coalition israélienne, y compris des ministres comme Ben-Gvir et Smotrich. Il pourrait faire un certain nombre de choses qui sont toutes réversibles, hein, et Trump n'y sera pas forcément tenu, mais il peut faire un certain nombre de choses. Alors, est-ce qu'il le fera? Franchement, je n'en sais rien. Il ne prend pas le chemin. Donc, je suis assez sceptique. Mais il y a beaucoup de monde qui le presse dans cette direction, y compris parmi les démocrates américains et, y compris ici à Israël. J'ai encore signé une pétition en ce sens d'un certain nombre d'intellectuels et de politiques pour le pousser justement à faire quelque chose dans le temps bref qui lui est encore imparti. Je suis, comme disent les Américains, je ne retiens pas mon souffle. Tu veux compléter, Nicolas, là-dessus? Juste pour dire, oui, que constitutionnellement, il a tous les pouvoirs présidentiels jusqu'au 20 janvier. Politiquement, il est extrêmement affaibli de par le fait que le président suivant a été élu, que c'est la transition, que donc la tradition veut que le président qui reste encore là 6 semaines n'engage pas le pays dans un tournant drastique, quel qu'il soit, et que Biden est extrêmement respectueux de la règle écrite et de la règle non écrite, ce qui ne l'a pas toujours servi, mais enfin, c'est ainsi. Euh, oui, Elie a raison, il pourrait prendre certaines petites décisions, mais il est tellement affaibli, il a tellement parce que cette, l'échec de Kamala Harris, c'est aussi le sien, c'est aussi sa propre débâcle, que je ne le vois pas beaucoup agir. Je me disais, une chose qu'il pourrait faire en Ukraine, c'est au cas par cas autoriser l'usage d'armes de longue portée contre des intérêts militaires russes à l'intérieur de la Russie. Ça, c'est quelque chose qui ne serait pas massif, mais qu'il pourrait éventuellement faire. Et vis-à-vis d'Israël, je pense qu'il est, pour terminer son mandat et pour finalement boucler sa place dans l'histoire, dans une situation très triste. Ça a été effectivement le président le plus sioniste qu'on puisse imaginer. Il se sent désavoué de tous côtés. Je ne sais pas s'il aura la force ou l'énergie même d'aller opposer un veto à une résolution. Moi, j'avais une question pour Elie. Quand tu parlais de la mise en place, au fond, de tout ce qui est nécessaire pour réoccuper Gaza, mais où vont les Palestiniens? Est-ce que quelqu'un dit où vont-ils? Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, que ça soit pas possible, que voilà ce territoire. Enfin, je sais ce que c'est que le 7 octobre, je sais ce que c'est que la sécurité d'Israël, je sais tout cela, mais que deviennent ces gens? Où y a-t-il un projet pour eux? On a commencé à faire, c'est-à-dire on a commencé à les pousser vers le sud de la bande. Et dans un premier temps, il s'agit de réoccuper non pas l'ensemble de la bande de Gaza, mais le nord de la bande de Gaza jusqu'à ce qu'on appelle le couloir de Netzarim, qui coupe le territoire en deux. Et ça, c'est largement entamé. C'est ce qu'on appelle ici le plan des généraux, c'est-à-dire pousser la population dehors, considérer tout ce qui reste comme des terroristes, donc les affamer et les tuer, et faire ainsi place nette, euh, à la fois pour des raisons sécuritaires, mais aussi
pour la droite, l'extrême droite messianique, pour des raisons de recolonisation. Ça, c'est faisable physiquement. Alors, ça fait beaucoup de monde pour la moitié du territoire, mais c'est le dernier des soucis de ces gens-là. C'est faisable. Vous savez que le mot de Talleyrand, on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Dans mon expérience d'historien, de militaire et de tout ce que vous voudrez, je crois qu'on peut faire tout avec des baïonnettes, y compris s'asseoir dessus. Donc, c'est faisable. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une force déterminée qui empêche cela, et cette force, elle est d'abord extérieure, n'est-ce pas? Les Américains étaient là pour dire non, vous ne ferez pas ça. Et les Européens, oui, mais ils ne font rien de bien déterminant. S'il n'y a pas une force extérieure, c'est faisable. Alors, il reste la question, évidemment, quelles sont les forces à l'intérieur d'Israël qui pourraient s'y opposer? Elles ne sont pas négligeables. Elles ne sont pas négligeables, mais elles sont désorganisées. L'opposition parlementaire est extrêmement faible et divisée, et la rue est toujours là, elle est active, elle est exténuée. Et n'oubliez pas le problème des otages, qui est un énorme trou noir. Vous savez, c'est la grande question. Et si Netanyahou est prêt à sacrifier plus de 100 otages cyniquement au nom de sa propre survie politique, vous imaginez bien qu'il se moque pas mal du reste. Donc, euh, à part d'énormes mouvements populaires, il faudrait 1 million de gens dans la rue. À ce moment-là, oui, quelque chose pourrait céder. Et il y a un dernier élément, c'est la justice, qui avance quand même, cas un cas. Vous savez tous, je suppose que Netanyahou a 4 affaires judiciaires sur les bras. C'est assez compliqué pour lui. Il va, pour la première fois, il va il va témoigner lui-même à son procès le 2 décembre. Et il a essayé de repousser ce témoignage une fois de plus. Le tribunal a accepté la demande de ses avocats. Donc là, il y a quelque chose qui se passe qui pourrait faire peut-être bouger les choses, d'autant plus que euh, son, son cabinet est aussi traversé d'affaires très désagréables, de scandales quasi quotidiens. Et puis, il y a un dernier élément, c'est l'armée. C'est l'armée, ce sont les services qui sont une espèce d'opposition silencieuse, qui font ce qu'on leur demande, parce que nous sommes quand même dans un pays de droit, mais qui n'en disent pas moins et qui commencent à dire hautement, de manière très claire, que la guerre de Gaza a perdu toute raison d'être, qu'il faut arrêter, qu'il faut récupérer les otages. Vous avez vu l'épisode de Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui a été mis sur la touche. Or, la première déclaration qu'il a faite après sa démission, c'était ça, il faut arrêter la guerre à Gaza pour sauver ce qui reste des otages. Donc là, on pourrait voir des choses bouger. Alors, je parlais donc de l'armée, donc des généraux, de l'armée active, mais il faut compter aussi avec les réservistes euh, qui sont, qui sont épuisés. Il y en a qui ont fait déjà plus de 200 jours d'armée depuis le début de la guerre. Et ce sont des pères de famille, et ils ont un travail, ils ont des études. Or, pendant que eux sont appelés, rappelés pour une troisième fois, il y a tout un secteur de la population qui ne sert pas l'armée, ce sont les orthodoxes, et le gouvernement fait ce qu'il peut pour assurer à ces gens-là une exemption légale du service militaire. Et pourquoi? Ben parce qu'il a besoin d'eux pour se maintenir au pouvoir. Donc l'opinion le sait. Netanyahu est beaucoup moins populaire que Trump. Et il faut le savoir. S'il y avait des élections demain, il les perdrait haut la main. Mais il n'y a pas d'élection. Il a une majorité qui, pour l'instant, est assez solide. Et on va voir comment vont évoluer les choses. Moi, je pense que son trône vacille tout de même.
son pouvoir n'est pas tout à fait sûr et nous verrons dans les prochains mois comment ça va se passer. L'opposition existe, malheureusement, elle n'est pas à la Knesset, elle est surtout à l'extérieur, dans la rue, dans les casernes. On n'a pas parlé de l'Iran. Est-ce qu'on peut imaginer ce que pourrait faire Trump compte tenu de ce qu'il a fait il y a 4 ans? Deuxièmement, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi les évangélistes soutiennent Trump compte tenu de son éthique, entre guillemets, qui va à l'encontre de toutes les valeurs chrétiennes. Et enfin, le rôle d'Elon Musk. Pourquoi les évangéliques, donc des protestants rigoristes, très pratiquants, soutiennent Donald Trump? Ça paraît, enfin, c'est vraiment alors l'alliance contre nature par définition. C'est un homme, je veux dire, 3 mariages, X maîtresses, actrice porno, misogynie. Je crois qu'il met jamais les pieds à l'église. Quand on lui a demandé quel est votre verset préféré de la Bible, il a vraiment peiné à en trouver un. Il a fini par sortir œil pour œil, dent pour dent. Je trouve assez merveilleux dans le genre sinistre. Donc, enfin, disons, un homme sans morale. Voilà, un homme qui ment, qui n'a pas de morale. Eh bien, écoutez, moi, j'en ai parlé avec des évangéliques qui vous disent les voies du Seigneur sont impénétrables. Et dans sa grande sagesse, il a choisi ce pécheur repenti. Alors, la partie repenti, moi, m'a toujours échappé, pour sauver l'Amérique et refaire de l'Amérique une véritable nation chrétienne. Donald Trump a donné aux Je peux juste ajouter un mot Vas-y, là, parce que c'est une attitude chrétienne très ancienne et religieuse en général. Dans la tradition juive, ça s'appelle l'âne du Messie, c'est-à-dire c'est pas que les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est que Dieu choisit qui il veut pour faire son travail. Et il y a chez les évangéliques américains, mais ici en Israël aussi, il y a l'idée que Trump est le nouveau Cyrus. C'est le nouveau Cyrus. Pourquoi c'est Cyrus? Vous vous souvenez, c'est l'empereur perse qui a permis le retour des Hébreux à Jérusalem et la reconstruction du temple. Eh bien, c'est le nouveau Cyrus. Cyrus n'était pas un saint homme, n'était pas un juif, mais c'est lui qui l'a fait. Donc, il n'y a rien là d'étonnant, si vous voulez. C'est quelque chose qui est normal, de la même manière que pour les sionistes religieux, les kibbutzniks et tous ces gens sionistes athées, ben, c'était très bien, c'était ce que disait le rabbin Kook. Ceux-là font le travail, ils ne savent pas qu'ils font le travail du Seigneur. Et donc tout ça, c'est parfaitement cohérent. Ne jetons pas la pierre aux évangéliques, ils sont là dans une très, très vieille tradition religieuse. Mais tu as raison de rappeler que ça vient de loin, effectivement, et ça a été complètement validé, renforcé par la manière dont Trump a échappé à la première tentative d'assassinat. Ce moment incroyable où il a tourné la tête à l'ultime seconde et la balle lui a effleuré l'oreille. Donc là, il est depuis, pour les plus pieux des évangéliques, il a la main du Messie sur lui. Et lui-même le pense. Dieu m'a préservé pour une mission. Donc tout ça est parfaitement bien cohérent et construit. Alors, je vais passer à l'Iran, c'est moins mystique. Au moment où Israël préparait la riposte contre l'Iran et où le gouvernement Biden négociait avec Netanyahou pour les convaincre, ne tapez pas sur le pétrole, ne tapez pas sur le nucléaire, mais tapez sur des infrastructures militaires. Trump a dit c'est complètement stupide, le problème c'est le nucléaire, il faut taper sur le nucléaire. Ce qui n'est pas totalement faux. Qui veut vivre avec un Iran nucléaire, ni dans la région, ni au-delà. Mais il disait ça en pleine campagne électorale. C'est beaucoup plus facile que que d'agir en ce sens une fois qu'il sera président. Pour moi, mais c'est comme sur tout ce que tu as dit précédemment
On ne peut pas savoir ce que va faire Trump. Sur l'Iran, c'est la même chose. Il était sorti de l'accord sur le nucléaire en listant de manière très juste d'ailleurs toutes les failles de cet accord et en promettant qu'il renégocierait un accord bien plus costaud, bien plus serré. Bon, c'est un échec total et les Iraniens se sont dit à l'évidence que pour avoir un petit peu de respect, il fallait avoir l'arme nucléaire. Mais est-ce que Trump va aider, protéger, encourager, soutenir Israël pour taper sur le nucléaire iranien? C'est pas son instinct premier en tout cas. C'est pas un homme qui veut risquer à aucun moment de s'engager dans une guerre. Une frappe ciblée, c'est une chose. Éliminer tel général, c'en est une autre. Mais s'engager dans quelque chose qui ressemble vraiment à une guerre, avec la possibilité d'une déstabilisation du régime des mollahs, sur laquelle on ne pleurerait pas forcément, mais qui nous amène totalement dans l'inconnu, je ne suis pas du tout sûre que Trump soit taillé pour ça. Là encore, ces derniers jours, il y a eu une réunion à Riyad avec les Saoudiens, quelques autres pays arabes et des représentants iraniens. Donc c'est complètement étrange. Enfin, pour moi, c'est complètement étrange. Ça, dans le monde cinglé mais stable que je connaissais, il y avait tous les pays sunnites terrifiés à l'idée d'un Iran chiite nucléaire. Est-ce que il y a des cartes qui sont là en train d'être rebattues? Si c'est le cas, à un moment ou à un autre, les Israéliens et surtout les Américains en feront partie. Donc l'instinct verbal de Trump, c'est d'être très brutal avec l'Iran. Dans l'action, j'en suis beaucoup moins sûre. Et je ne sais pas si tu veux parler là-dessus, Élie, parce que on était question d'Elon Musk, mais comme ça n'a rien à voir, j'aimerais bien t'entendre sur l'Iran. Oui, non, mais je pense que tu as raison, sauf sur un point, je ne pense pas que la frapper les stations nucléaires iraniennes soit possible. Je ne parle même pas de savoir si c'est souhaitable, mais il y a quelques années, on aurait pu le faire, une dizaine d'années, à un moment où justement Barack poussait à ça. Aujourd'hui, c'est une toute autre paire de manches, hein. Il fallait chercher partout, enfoui loin en terre, risquant de provoquer une catastrophe écologique meurtrière et unifier le peuple iranien qui est profondément hostile au régime autour de ce régime. Je ne pense pas que ce soit très sage et je ne vois pas Israël se risquer seul dans une aventure pareille. Et tu as raison de le dire, je ne vois pas les Américains s'y risquer non plus. Donc il faudra vivre d'une manière ou d'une autre avec un Iran non pas nucléarisé, mais un Iran au Au seuil seuil. nucléaire, ce qu'il est déjà grâce à Trump, parce que c'est le retrait stupide, sans alternative de cet accord qui a permis aux Iraniens cette fuite en avant, qui les rend maintenant effectivement prêts à quelques semaines près d'une bombe nucléaire. Je dis bien d'une bombe nucléaire parce qu'ensuite, pour la miniaturiser et la mettre sur un vecteur, c'est une autre paire de manches. Ça prendra de nombreux mois, sinon un an ou deux. Mais en fait, ils y sont presque. Et je ne vois pas que nous puissions les en empêcher maintenant. Donc là, l'Iran est un énorme problème. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est oui, c'est essayer de les étrangler par des sanctions très dures. Ça, Trump l'a fait, pas suffisamment parce qu'il contourne assez facilement, mais il faut précisément couper les voies de contournement. Je ne peux pas m'étendre, mais ce sont des choses qui sont faisables. Pour ça, il faut réunir une coalition la plus large possible. Et c'est là qu'intervient évidemment l'Arabie Saoudite, mais aussi Israël. Ce que vous avez vu à Riyad, toute ce route, c'est pas par sympathie pour les Iraniens, c'était pour dire aux Américains, faites bien attention, si vous dégagez d'ici, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, eh bien, nous avons des options. Ça ne diminue en rien l'hostilité et la méfiance des sunnites vis-à-vis du régime iranien. Ça ne diminue en rien la grande envie des États du Golfe et d'ailleurs des États sunnites
de normaliser les relations avec Israël. Il ne demande que ça. Mais il y a un prix à payer que l'Intérieur ne veut pas payer. Et donc, ils disent, voilà, nous avons des options, il y a la Chine, il y a l'Iran, mais tout ça, c'est de la façade. Je crois qu'avec un gouvernement plus lucide, on pourrait arriver à une formidable coalition régionale et internationale qui, du coup, isolerait complètement l'Iran et neutraliserait largement la menace qu'il pose. Vous savez, l'Iran, le régime des Mollahs est un régime à bout de souffle. Il ne tient que par la terreur. Mais encore faut-il ne pas l'aider. Et nous C'est faisons, comme les baïonnettes. oui. Donc on peut, mais Donc, on peut. on pourrait quand même essayer d'enlever les baïonnettes de manière à ce qu'ils tombent par terre. Et c'est faisable. C'est faisable si seulement on avait pris le plan Biden, qui était un plan formidable, et le plan qui prévoyait justement la mise en place de cette grande coalition régionale. C'était faisable, ça avait un prix, l'arrêt de la guerre à Gaza. Elon Musk. Elon Musk. Ah, c'est, c'est très déroutant le phénomène Elon Musk. C'est une sorte de savant fou. C'est un génie, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a codé son premier jeu vidéo à l'âge de 12 ans. Il dit lui-même qu'il est diagnostiqué Asperger, donc c'est sur le spectre de l'autisme, la, la limite basse, en gros, pas du tout ce qu'il peut y avoir de plus grave. Mais moi, il dit à raison aussi, mon cerveau ne fonctionne pas du tout comme celui des autres. Tout ça est vrai. C'est un homme pour qui la planète et même l'univers sont les terrains de jeu. Il est devenu un acteur indispensable de l'espace, des communications, euh, de toutes les industries du futur. Il voit l'avenir de l'humanité ou de la partie privilégiée de l'humanité vers Mars ou plus loin. Et il envisage de greffer des petits engins dans le cerveau, Neuralink, pour améliorer l'espèce humaine qui, au demeurant, en a bien besoin. Bon, je ne suis pas sûre si on a envie de tenter l'expérience avec lui. C'est l'homme le plus riche du monde. Euh, 300 milliards de dollars. voilà, 300 milliards de dollars. Il a investi un petit pourboire, 120 millions, je crois, dans la campagne de Donald Trump. Euh, alors, dans sa tête à lui, il est totalement au-dessus des lois. Dans l'histoire de la loterie, qui était une manière construite d'acheter des voix, tout simplement. La justice américaine a dit, ah mais là, ça ne paraît pas très légal, tout ça, il va falloir qu'on regarde. L'élection est passée, évidemment, ça n'aura aucune espèce de conséquence. Et il est l'incarnation du fait que sous l'administration Trump, les conflits d'intérêts n'existent plus. Voilà encore un élément de l'état de droit qui a disparu, parce que Elon Musk euh, est a pour clients principaux le Pentagone, la NASA, tout le programme spatial américain dépend d'Elon Musk, le réseau Starlink. Il a évidemment toutes ses propres entreprises comme les Tesla électriques qui reçoivent énormément de crédits d'impôt, de subventions de l'État. Il a 20 enquêtes sur les fédérales, sur sa comptabilité, sur différentes pratiques plus ou moins légales industrielles. Et voilà que Donald Trump le propulse euh, chargé de l'efficacité dans le gouvernement. C'est-à-dire, C'est lui qui a inventé le poste. C'est un homme, voilà, oui. chargé de faire le ménage dans les dépenses exagérées de l'État, flanqué de notre homme d'affaires richissime, Vivek Ramaswamy, qui est un ultra libéral, mais qui est presque un pauvre à côté d'Elon Musk, en fait, et deux égomaniaques que je ne vois pas rester longtemps dans la même pièce. Mais tout ça me semble honnêtement complètement farfelu, parce que Elon Musk a annoncé il allait désigner à trancher 30% des dépenses publiques. 30%. Il faudra dire à Michel Barnier, il y a peut-être quelques possibilités face au déficit, c'est-à-dire 2000 milliards, 7% du PIB américain. Alors oui, il y a un vrai projet de Trump
de purger les administrations pour qu'il n'y ait plus que des gens vraiment bien rangés derrière lui, bien loyaux, qui disent bien tout ce qu'il a gagné en 2020. Mais je ne vois pas que ce projet Elon Musk puisse aboutir. Mais cet homme, en ce moment, il a une influence colossale. Il a été adopté par la famille Trump. Il est tous les jours à Mar-a-Lago. Il était là, évidemment, pour le soir de l'élection. Il est au téléphone, quand Trump téléphone avec des chefs d'État, dont Zelensky, Donald lui dit, tiens, je te passe Elon. Enfin, on est dans un monde complètement futuriste, mais qui, à mon avis, ne va pas exister. Enfin, je peux me tromper totalement, mais tout ça est tellement... Comment voulez-vous que Elon Musk et Donald Trump, qui sont chacun les rois du monde quand même, il ne peut pas y avoir deux rois du monde qui travaillent ensemble. Voilà, maintenant, quel sera le rôle futur d'Elon Musk? Je n'en sais rien. Vous avez vu comment s'appelle son dernier fils? Il s'appelle X. Il s'appelle X. Et il a eu 12 enfants. Oui, Il est très préoccupé par l'idée de produire plein de petits génies. oui. Enfin, tout ça est quand même assez inquiétant. Quand je dis farfelu, d'ailleurs, il a dit quelque chose comme ça. Il a dit, on va trancher dans les budgets, ça va être tragique et très amusant. Voilà, donc, Si vous aviez osé écrire un roman comme ça, non, j'aurais jamais osé. personne n'aurait, personne n'aurait osé le publier. Jamais. C'est quand même extraordinaire. J'ai vu que vous aviez des enthousiastes en France. Et il y a un ministre de la fonction publique qui trouve que c'est formidable. Et même Madame Pécresse, que je croyais plus Plus raisonnable, raisonnable. que Mais, c'est magnifique, il faudrait faire ça à Paris, oui. mais quelle est la motivation de gens qui disent ça? Est-ce qu'ils veulent un peu de la lumière qui émane de l'homme qui a la plus grande réussite industrielle et scientifique mondiale, donc qui incarne la réussite et la modernité? On veut être avec lui. Enfin, tout ça est politiquement radicalement absurde. Non, voilà, j'avoue que je suis dépassée. Nous sommes démunis, oui. Ouais, vraiment. On va vers la conclusion. Élie, il y a des questions qui reviennent sur Israël. Bon, pourquoi pas des élections maintenant? Le rôle de l'extrême droite et de ministres de l'extrême droite. Le plan Biden, on voudrait que tu rappelles un petit peu ce qu'il y avait dedans. Voilà. Pourquoi il n'y a pas d'élection? Parce que Netanyahu n'en veut pas. Il sait que s'il y avait des élections, il les perdrait. Et dans le système parlementaire qui est le nôtre, il faut que la Knesset s'autodissolve. Or, il n'y a pas de majorité pour cela. Il a une majorité maintenant qui a encore grossi par l'adjonction de ce petit parti donc de Guidon Sarr. Donc, il est installé avec une majorité de 68. Maintenant, il a député, non, c'est ça? C'est 64, 68, oui. sur 120. Euh, S'il ne décide pas et s'il n'y a pas de défection, or, il n'y en a pas, il n'y en aura pas, puisque le Likoud ressemble beaucoup au Parti républicain aujourd'hui. C'est devenu une secte liée à la personne de Netanyahou. Et donc, tant que eux ne voudront pas, tant que Bibi ne décidera pas, il n'y aura pas d'élection. Sauf si il y a une insurrection et qu'on l'oblige à le faire, ce qui est toujours une possibilité, n'est-ce pas? C'est que les gens n'en veulent pas. Où je reviens donc à l'affaire militaire, cette fois-ci, s'il y a une véritable crise de recrutement, puisque la participation des réservistes a beaucoup baissé, elle était de 150% au début de la guerre, c'est-à-dire que les gens venaient sans être appelés. Elle est tombée à 80-85% aujourd'hui. Il y a des unités entières qui n'arrivent pas à faire le plein. Donc, s'il y a une vraie crise militaire, alors oui, peut-être que là, quelque chose va se passer. Le rôle de Smotrich et Ben-Gvir, ben, ce sont les ministres les plus puissants du gouvernement, puisque c'est d'eux que dépend la stabilité gouvernementale. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un risque d'arrêter la guerre ou d'un accord quelconque, ils sautent tout de suite pour dire si c'est comme ça, on s'en va. On s'en va, il n'y a plus de majorité, ça veut dire qu'il y a des élections, c'est que Bibi perd le pouvoir. Donc voilà, ils sont tout puissants. Or, ils sont tout puissants, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que Smotrich,
s'est arrogé le pouvoir en Cisjordanie, sur le territoire occupé. Il est ministre des Finances et ministre au ministère des Finances chargé de l'administration civile dans le territoire. Ça lui donne en fait la haute main sur la colonisation euh, et, et- et il est en fait le tsar des territoires occupés, avec tout ce que cela comporte. Et Ben-Gvir, qui est ministre de la Sécurité nationale, un titre qui a été inventé pour lui, il a la haute main sur la police et il a fait la police à sa main. C'est ça, il a transformé la police nationale en une milice à son service en nommant une unité comme commissaire général, au-dessous de lui tout un cadre de gens qui sont dévoués au ministre. Et ça, c'est or, la police, je ne dois pas vous dire, c'est que la police dans un régime démocratique, c'est le cœur de l'application des lois. En plus, la police en Israël joue aussi le rôle du juge d'instruction. Et c'est vraiment un centre de pouvoir essentiel. Or, ce centre de pouvoir essentiel est aux mains d'un homme qui est un repris de justice, un caniste, un extrémiste d'extrême droite, un pur fasciste. Et donc, nous en sommes là. Donc, eux sont les plus importants. D'où la demande que nous faisons à Biden d'imposer des restrictions à ces deux ministres, et pas seulement à quelques abrutis des territoires qui se sont livrés à des violences. Mais comme vous le dites, Nicole, probablement, il ne le fera pas. Alors, le plan Biden, c'était quoi? C'était, pour faire court, c'était de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, donc au retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza, libération des otages, remplacement de l'armée par, par l'autorité palestinienne entourée d'une force internationale essentiellement arabe, mais aussi européenne, et très rapidement, en parallèle, renouveler et aboutir à la normalisation avec l'Arabie saoudite et créer donc cette espèce de large coalition régionale qui fait les pièces à l'Iran. Tout cela était parfaitement faisable. La hiérarchie militaire était pour. Au moment où Biden a présenté son plan, les généraux disaient depuis un moment déjà que la guerre à Gaza n'avait plus d'objet militaire, c'était pratiquement terminé. Là encore, ça n'a pas été fait parce que Smotrich et Ben-Gvir auraient quitté la coalition. Alors, un dernier mot, si tu permets. Euh, la victoire totale que nous promet Netanyahou est évidemment de la poudre aux yeux. Il n'y a pas de victoire totale contre un mouvement de guérilla. On ne peut pas tuer tous les terroristes, parce qu'un terroriste aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des terroristes aguerris, ceux qui sont encore en vie, mais c'est aussi n'importe quel gamin qui meurt de faim, qui a perdu sa famille, et à qui le Hamas donne un peu d'argent et une Kalachnikov et tue un terroriste. Or, de cela, il y en a des dizaines de milliers. C'est-à-dire, c'est un, c'est un puits sans fond. On ne peut pas les tuer tous. Donc, la victoire totale n'a qu'un sens, c'est remplacer le Hamas. Éradiquer le Hamas veut dire le remplacer. On le remplacer par qui? Ben, par le seul organisme légitime accepté par les Palestiniens, qui est l'autorité palestinienne. Or, je sais bien ce qu'elle vaut, je sais ce que vaut son président, mais c'est pour ça qu'il faut l'entourer, il faut qu'il soit la figure de proue d'une coalition, d'une large coalition internationale qui s'occuperait de la reconstruction, qui déverserait sur ce territoire des tonnes d'argent. L'argent, ce n'est pas ce qui manque, qui donnerait aux gens un espoir, un horizon d'espoir. Et là, on pourrait dire, voilà, après avoir décapité le mouvement, après avoir démantelé ses bataillons, après avoir
tuer ses chefs, y compris le premier d'entre eux, voilà la victoire totale. C'est le renvoyer aux oubliés de l'histoire. Et pour ça, il faudrait quelqu'un d'autre que Netanyahu. Et je ne vous le cache pas que j'estime que cet homme est l'une des plus énormes calamités qui soit jamais tombée sur le peuple juif. C'est une espèce de ressuscité de Shabtai Tzvi, de Bar Kokhba. Je vous laisse le choix des personnages qui ont fait le barreau de ce peuple. Et lui, il est au premier rang de ces gens-là. C'est, si le diable existe, pour moi, il a pris le trait de Netanyahu. Je partage tout ce que vient de dire Elie. Éradiquer le Hamas, oui, ça veut dire le remplacer. Ça ne veut pas dire le fantasme de tuer le dernier gamin avec une Kalachnikov. Et c'est vrai qu'il y a eu différents moments. Et, au moment de la mort de Sinoir, on s'est dit, bon, ah là, il y a un symbole de fin de guerre possible. Quelque chose que Netanyahou pourrait mettre en avant en disant, voilà, on a gagné. Bon, je ne dédouane pas ceux qui restent du Hamas de leur rage à maintenir les otages en train de pourrir dans les tunnels. S'ils les avaient rendus, la guerre se serait arrêtée aussi. Mais en parlant de Smotrich et Ben Gvir, c'est vrai que dans ma longue vie, je n'aurais jamais pu croire qu'un jour je dirais ce sont des fascistes juifs. Ce sont des fascistes, c'est vrai, de vrais fascistes. Voilà pour conclure, sans qu'on aille tous jeter à la Seine ou au Jourdain, je ne sais pas, selon les lieux. On va voir. Il y a des possibilités avec cette administration Trump parce que justement, elle n'a pas de principe, parce qu'elle peut s'appuyer peut-être avec le fameux MBS qui, lui non plus, n'a pas de principe et qui est quelqu'un qui est capable de conclure un deal qu'il trouverait avantageux. La société américaine a quand même beaucoup de plasticité. Bon, tout ne se passe pas, heureusement, à Washington. Il y a, la démocratie va mal, même franchement très mal, mais tous les démocrates, au sens des gens qui aiment la démocratie, ne sont pas morts là-bas. Et l'avenir n'est pas écrit. Donc, voilà, je cherche quelque chose de positif, mais vous voyez que je peine terriblement. Donc, je vais Je veux juste vous bien, dire je à veux quel bien, point, voilà, J'ai une je veux suggestion. bien vous dire quelque chose de positif pour ma conclusion, qui ne repose sur rien, sinon sur l'expérience humaine, tout simplement. Et j'ai souvent eu l'occasion de le dire que des plus grosses catastrophes, des moments les plus affreux, sont nés parfois des solutions les plus radicales. Et je vous rappelle tout de même que l'Europe est née des ruines de la Seconde Guerre mondiale, qu'Israël est né de la Shoah, et que donc rien ne nous interdit d'espérer que de ce moment noir que nous traversons, et c'est un moment noir, quelque chose de positif sortira, parce qu'il faut bien que l'espèce humaine continue de vivre, et pas de vivre n'importe comment, de vivre en respirant librement. merci Elie, je me joins à ta conclusion. Juste un mot, si tu permets, Nicole. Euh, le 5 novembre, ou le 4 novembre plutôt, à côté de l'élection présidentielle, il y a eu des centaines d'élections dans chacun des États. Et ce que j'ai lu, puisque c'était des espèces de référendums, sur des questions sociétales, comme par exemple le droit d'avortement, beaucoup d'États, même républicains, ont voté pour le maintien de cette possibilité, me semble-t-il, ce qui montre bien que c'est plus compliqué qu'on ne le croit. C'est pas que toute l'Amérique a basculé d'un côté. C'est un choix
liées à la personnalité de Biden, et tu l'as bien expliqué. Mais il y a encore des ingrédients dans la société américaine qui tiennent à certains fondamentaux démocratiques. Il y a en dehors du monde politique, il y a beaucoup de grands sujets qui pourraient faire, si ce n'est consensus, mais compromis. L'avortement, l'accès aux soins pour les femmes en est un. Républicaine ou démocrate. Il y a eu, depuis que le droit à l'avortement n'est plus protégé, il y a eu 14 référendums à différents moments. 12 ont été en faveur du droit à l'avortement et un qui a raté, c'était parce qu'en Floride, ils avaient exigé une majorité de 60%. Et on est passé tout près. Il y a aussi de vrais sujets de compromis sur la protection de la santé, qui reste toujours un sujet aux États-Unis, sur le dérèglement climatique. Il y a beaucoup de sujets où les Américains ne sont pas ennemis et ils se rappelleront un jour qu'ils ne sont pas ennemis. Merci Nicole, merci Merci Elie. à tous. Et je rappelle que nous organisons le 7 décembre, parce qu'on continue dans nos convictions, un colloque à Paris, à la mairie du 11e arrondissement, dont le thème est Israël sortir de l'impasse, où pendant toute une journée, on parlera, on réfléchira à la fois sur les menaces internes et externes existants dans la région, et on n'en a pas parlé ce soir, de l'influence de ce conflit sur la diaspora dans le monde et particulièrement en France, avec tout ce que l'on a vu avec l'utilisation politique que font certains partis politiques du conflit à des fins purement électoralistes. Et enfin, des quelques lueurs d'espoir, parce que je pense qu'elles existent, surtout dans la société civile en Israël. Et hier, j'ai interviewé des leaders de la contestation, des militants, qui me donnent quand même pas mal de raisons de penser que les choses ne sont loin d'être finies et que voilà. Merci à vous deux. Bonsoir. Merci. Au Bonsoir. revoir, merci.